Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Attendez, j'enlève mes barniques pour avoir l'air jeune et frais et disco pour cette émission de ce mardi 30 janvier. J'espère que vous allez bien. Merci de vous joindre à nous. Stéphanie Villeneuve, bonjour. Les deux précédents ont été corrects? Ça s'est bien passé. Pas de chicane. Puis là, tu me mets dans une ambiance disco. Ah oui, non, on ça arrive. part bien notre mardi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on commence l'émission avec l'ex-première ministre du Québec, Pauline Marois. Madame Marois, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrizac. Vous allez bien? Ben oui, vous-même. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis content de vous voir, moi. C'est vrai, ça fait un long moment. Et moi Ouais. aussi, ça me fait plaisir d'être avec vous. Et c'est un petit privilège parce que j'en fais pas beaucoup, hein. J'ai remarqué, puis je l'apprécie. Puis sincèrement, on vous avait invité pour parler d'éducation. On a du temps, hein? On a prévu du temps ensemble. On va le faire, mais l'actualité aujourd'hui, là, vous tombez tellement pile dessus, c'est assez incroyable. D'abord, le sondage pour le Parti québécois qui prend la tête à 32 %. Comment vous avez lu ça? Comment vous avez reçu ça, vous, qui l'avez sur le cœur, le Parti québécois? Pas sur le cœur dans le mauvais sens, là, mais vous êtes une péquiste, là, une vraie de vraie. Absolument. Ben, vous comprendrez que pour moi, ce sont que des bonnes nouvelles. Ça me met de bonne humeur pour la journée et un peu plus, même. mais en même temps, là, vous le savez, là, j'entendais Paul Saint-Pierre Plamondon à Radio-Canada ce matin. Là, il y a une montée, puis il y a des gens qui se proposent, il y a des gens qui s'approchent, là, tu sais, puis à quel point il doit se méfier des opportunistes? Bon, on doit toujours se méfier des opportunistes, mais en même temps, on a aussi, parce que ça va bien, des gens de très bonne foi qui, parfois ont un peu peur du risque ou parfois se disent, ben, je laisse quand même une carrière ou je laisse un engagement que j'aimais beaucoup pour aller vers de l'inconnu. Oui, il faut se méfier un peu, mais en même temps, moi, j'aimais beaucoup laisser la porte ouverte parce que à travers tous ceux et celles qui généreusement viennent se proposer, même s'il y a quelques cas qu'on doit écarter, de façon générale, ça permet à plus de personnes de se manifester. Aviez-vous un bon radar pour ça, vous? C'était pas mal, puis quand je me fiais pas à mon radar, parce que moi, c'était pas pire, mais quand je me fiais pas à mon radar, je me fiais beaucoup à mon équipe, l'équipe qui m'entourait. Ouais. Ça, c'est une des choses qui m'a toujours caractérisée. J'ai essayé de choisir des gens autour de moi qui allaient m'accompagner, m'appuyer, qui n'étaient pas des bénis, ce que j'appelle des bénis oui-oui. Ouais. Tu sais, des gens qui sont toujours d'accord avec toi, qui te trouvent tellement fine, tellement bonne, qui te critiquent jamais, peu importe ce que tu fais. Alors, moi, j'ai choisi des gens qui étaient plus forts que moi dans certaines de leurs particularités, de leurs connaissances, compétences, et des gens qui étaient capables, avec respect bien sûr, mais de me donner leur point de vue franchement, en disant, ben là, peut-être que tu n'es pas sur la bonne voie, ou peut-être que vous allez trop loin, ou faites attention à ceci, à cela. Donc, quand mon radar, je doutais un peu de mon radar, je me tournais vers mes conseillers pour m'assurer de vérifier les choses. Mais comment vous expliquez, Mme Marois, cette montée du Parti québécois là, à ce moment-ci, alors qu'ils sont la troisième opposition, alors qu'on annonçait sa mort, puis tu sais, là, tout à coup, vous le savez, hein, depuis 2007, ça n'a pas bien été. Vous avez été au pouvoir de 2012 à 2014. Depuis, ça n'a pas bien été non plus. À quoi vous attribuez ça? Moi, je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a les facteurs qui sont liés au chef lui-même. Je pense qu'on va convenir qu'il a fait un travail remarquable, que son comportement a été exemplaire. Il est très sincère, il parle avec son cœur, puis jusqu'à maintenant, en tout cas, il a fait preuve d'un très bon jugement. C'est rare qu'il est allé dans un chemin où on peut dire, bon ben là, non, franchement, il est à côté de ses pompes, ça marche pas, bon, etc. Donc, ça, c'est les caractéristiques de Paul Saint-Pierre Plamondon. Par ailleurs, de tous les sondages qu'il y a eu depuis des décennies, il y a toujours une proportion importante de souverainistes. Qui varie autour de 30-35 %, bon an, mal an. Ceux-ci avaient perdu dans un sens un certain espoir.
Arrive en plus la CAQ qui met de l'avant une approche nationaliste sur la clôture entre le fédéralisme et la souveraineté, bien sûr, auquel les gens ont fait confiance et, je crois, ont été très déçus, particulièrement dans les dernières années. Et dans la dernière année et demie, si on veut. Alors, il y a une alternative qui est Paul Saint-Pierre Plamondon, avec sa crédibilité, avec son courage, son honnêteté, son attitude, son comportement. Il y a un gouvernement qui hésite, qui fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas de côté. C'est très mauvais, on le sait, en politique. Il y a une base souverainiste qui est très solide depuis un long moment. Et là, il y a de l'espoir qui réapparaît. Donc, la frange qui est un peu, plus qu'un peu indécise, entre peut-être le 35 et le 50% dont on a besoin pour gagner, se réveille progressivement et se dit, ça peut devenir un choix. Il y a une chose aussi qui a été faite depuis quelque temps, je crois, c'est la plupart des chefs politiques québécois et même des fédéralistes ont dû admettre que la souveraineté, c'était possible. Que c'était possible au plan économique, que c'était pas une catastrophe. Et ça finit par percoler, hein. Ça finit par rassurer les gens, parce que là, en fait, moi, de tous les temps là où j'ai fait la promotion de la souveraineté, le dernier argument, c'était toujours la question économique. Est-ce qu'on va être plus pauvre demain matin? Est-ce qu'on est capable de faire la souveraineté? Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on est un trop petit État? Et tout ça, tranquillement, tu sais, je regarde Jean Charest, qui l'a affirmé très clairement, d'autres chefs fédéralistes qui sont obligés d'admettre, parce que les faits sont là, sont clairement établis, que oui, c'est possible, puis que oui, on peut y arriver, puis que oui, on deviendra pas pauvre le lendemain matin, parce que les ressources naturelles, on va continuer de les avoir. Nos 17 universités, on va continuer de les avoir. Le Québec Inc. va continuer d'exister. Alors, c'est toutes ces raisons-là qui font qu'à mon point de vue, actuellement, puis évidemment les gestes qui ont été enfin les victoires qu'on a connues dernièrement, dont celle de Jean Talon, viennent consolider un peu cette perception-là. Mais en même temps, Mme Marois, Paul Saint-Pierre Plamondon et toute l'équipe, d'ailleurs, ça manque de femmes hein, dans cette gang-là. Là, ils sont quatre bonhommes blancs. Mais... C'est pas faux d'avoir essayé, je peux vous dire, parce que moi-même, j'ai essayé d'inviter des femmes à se présenter dans Jean Talon, et malheureusement, j'ai pas réussi. Mais aussi, Paul Saint-Pierre Plamondon est sorti sur la crise du logement en disant faisons attention, on peut accueillir des gens, mais pas en nombre extraordinaire comme le veut Justin Trudeau. Et il a été évidemment traité de raciste, de xénophobe, puis là, vous connaissez la panoplie d'insultes qui suivent. Est-ce que ça, c'est aussi... il est devant... Hier, je lui parlais, puis il parlait du temps écran pour les jeunes, qui est un sujet de santé publique. Est-ce qu'il a mis le doigt sur des sujets qui touchent les Québécois pour le vrai, dans leur vraie vie? Là? Ben, moi, je crois que oui. Là, évidemment, je ne suis pas au quotidien sur toutes ces sorties, mais jusqu'à maintenant, les sorties que j'ai entendues de sa part sont pertinentes, sont justes et visent dans le mille. L'histoire de l'immigration et du logement, écoutez, il y a quelque chose, un phénomène qui a été mis au jour et qui n'était pas connu, à mon point de vue, en fait, qui n'était pas connu, tout simplement, de savoir qu'on a 500 000 personnes qui sont dans le fond, des immigrés temporaires pour des raisons de travail, d'études, etc. Ce n'était jamais mentionné. Ça fait combien de temps? 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'on parle de ça et qu'on identifie les chiffres. Alors, évidemment, s'il y a 500 000 personnes de plus au Québec, mais ça crée une certaine pression sur l'ensemble des services. Pas seulement sur le logement, mais sur le logement, il y a d'autres facteurs. Il n'y a pas que l'immigration, puis je pense qu'il faut être nuancé et prudent. J'espère qu'on n'a pas perdu Mme Marois. La connexion va revenir. Ah, c'est là? C'est bon? D'accord. Vous êtes de retour. Parfait. Juste pour finir là-dessus, Mme Marois, je ne veux pas faire de trop, vous savez, hein? Je ne veux pas faire de chicane, vous me connaissez. Vous êtes sûr de ça, vous? Vous êtes sûr? Mais est-ce que des fois, je voudrais... Ça, c'est une question que j'aurais pour vous dans le salon, juste entre vous et moi, mais je vous la pose pareil. Est-ce que des fois, vous êtes déçus de voir vos anciens collègues péquistes être passés à la CAQ en disant... C'était pas ça le but du Parti québécois, puis
pas sentir une forme de trahison, là, mais de se poser des questions. Ben moi, ça m'a fait mal au cœur un peu. Faut quand même que je le dise, parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, que je continue d'aimer, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes à mes côtés dans certains cas, puis je ne parle pas que d'eux, il y en a quelques-uns, là. Et puis en même temps, vous savez, ce sont des gens qui croient à l'engagement politique. Alors c'est là que je deviens plus nuancée. Je me dis, ils veulent continuer à servir. Ils ont cru avoir une opportunité avec la CAQ, qui a quand même mis de l'avant certaines politiques avec lesquelles je continue d'être d'accord. La laïcité, c'est un bel exemple de ça. Le français, c'est un bel exemple. Alors, tu sais, on peut comprendre que certains, voulant continuer à être actifs sur le plan politique, soient allés vers la CAQ. Mais moi, ça m'a fait mal au cœur parce qu'on a perdu des gens qui étaient des bons soldats, des personnes qui avaient des convictions. Expérience. Ouais. Alors, ça fait toujours mal un peu, mais en même temps, on constate qu'actuellement, il y a une certaine relève qui apparaît au Parti québécois. L'exemple du député de Jean Talon est assez éloquent. Et puis, quand ça va mieux, il faut bien le dire, il y a des gens qui se manifestent. Encore une fois, pas nécessairement par opportunisme, mais parce qu'ils sentent qu'il y a une réelle possibilité de se retrouver dans une fonction où ils vont être utiles et ils vont aller au bout de leurs convictions. L'autre sujet, je vais aborder avec vous, Mme Marois, rapidement, là, mais c'est comme mandat, dans votre mandat comme première ministre, vous avez sorti le Québec du nucléaire, vous avez sorti le nucléaire du Québec. Et là, ce matin, on apprend qu'Hydro-Québec pourrait relancer Gentilly 2 dès 2036. C'est quoi votre réaction à ça? Moi, je pense que le débat a été fait, a eu lieu. Bon, ils peuvent toujours le reprendre, hein. C'est eux qui sont à la tête, c'est eux qui sont les leaders, qui occupent les postes de responsabilité. Nous, on a eu 2 raisons pour lesquelles on a quitté le nucléaire. La première, c'était d'abord les risques, évidemment, que ça comporte, mais les risques sont relativement bien contrôlés. Et là où on est, c'était acceptable. Mais les déchets, ça, c'est toujours... En fait, actuellement, là, je crois qu'ils ont fini par choisir un endroit pour stocker les déchets, mais il reste qu'on ne sait pas quoi faire avec. Mais la deuxième raison, qui, elle, était analysée de toutes parts, puis le Parti libéral avant nous le savait, même s'il n'avait pas annoncé la décision, notre centrale était un miroir de Pointe-le-Pro au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick a décidé de rénover Pointe-le-Pro. Mettons, là j'y vais avec des chiffres complètement théoriques. Mettons qu'il disait ça coûte 2 milliards pour le rénover. En cours de route, à chaque jour, les prix montaient. C'est ça qu'ils se sont retrouvés avec une facture de l'ordre de, c'est des faux chiffres, là, mais 5 milliards, 2 fois et demi. Alors, nous, devant ça, sachant qu'on avait accès à des sources d'énergie renouvelable, non polluante, ou en tout cas minimalement polluante, je pense bien évidemment à notre hydroélectricité, mais l'éolien, qui de plus en plus maintenant, si on peut l'isoler de telle sorte qu'elle n'a pas d'effet de nuisance au plan du bruit, au plan du point de vue, c'est une énergie qui est formidable. On utilise le vent. Si on est capable de capter, d'emmagasiner l'énergie, c'est une alternative qui est pas mal plus intéressante que le nucléaire. Mais ils nous reviendront avec des propositions s'il y a lieu. Il semble que ce qu'ils voulaient regarder, c'était une petite centrale, mais petite ou grande. En tout cas, nous, on a pris la décision que c'était terminé. C'est ça, hein? Mais c'est faire puis défaire. Tu sais, vous êtes là, vous dites, hey, là, puis on a mis de l'argent collectivement pour déconstruire la Gentilly 2. Absolument. Alors là, on va recommencer. Puis on a mis beaucoup d'argent aussi pour rediversifier la région. Parce qu'évidemment, c'était cruel pour les gens qui travaillaient là. Et moi, j'étais très sensible à ça. On a donc dégagé des fonds considérables de l'ordre de dizaines de millions. Et la région, actuellement, à ce que je sache, se porte assez bien au plan économique. On a fait la même chose dans la zone de l'amiante, où on a décidé que c'était terminé, que l'État n'investirait plus dans l'exploitation de l'amiante, mais en même temps, on a dégagé un fonds, il me semble que c'était de l'ordre de 30 millions, qu'on a mis entre les mains des décideurs de la région pour qu'ils cherchent des avenues qui permettent de créer des emplois dans d'autres secteurs que ceux de l'amiante, ou dans le cas du centre du Québec, dans d'autres secteurs que celui du nucléaire.
J'ai pensé à vous, Mme Marois, là, lors de la grève des enseignantes. Je sais que l'éducation vous tient à cœur. Vous avez été ministre de l'Éducation. L'éducation, l'école, tout un programme, c'est vous, ça, c'est votre réforme. En tout cas, ça part de vous. D'abord, la stratégie des deux syndicats, là, la Fédération des syndicats de l'enseignement et la Fédération autonome de l'enseignement, qui sont pris différemment les deux pour arriver à leur fin. Ouais. Comment vous avez réagi quand vous avez vu la FAE partir en grève illimitée comme ça, crinquer, sans donner une chance là, aux négociations? Bon, évidemment, je ne veux pas critiquer les leaders syndicaux. Ils agissent toujours de bonne foi, essaient de trouver les meilleures solutions. Mais ça paraissait, du moins en prenant un peu de distance, ça paraissait un peu plus sage que d'aller avec le Front commun. Ils ont fait un autre choix. Il faut dire que c'est un syndicat que je connais assez bien aussi, puisque je les ai fréquentés, qui s'appelait de notre nom, etc. Mais ce sont des gens très engagés. Ils croient beaucoup à ce qu'ils mettent de l'avant. Bon, bien sûr, pour améliorer leurs conditions de travail, mais vous aurez remarqué que dans tous les cas, dans le domaine de l'éducation, c'est vrai dans la santé, on a mis de l'avant des demandes pour améliorer la qualité des services qu'on offre dans nos écoles. Et ça, moi, je les en remercie aussi de faire ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y avait pas un peu d'imprudence, avec pas de fonds de grève, sans aller en grève illimitée? Le Front commun avait une stratégie différente qui a donné des résultats, semble-t-il, assez similaires. Là, je n'ai pas analysé dans le fin détail. Il y a quelques différences, mais qui étaient souhaitées. Je crois que la FAE voulait avoir une approche un peu différente pour traiter certains aspects de leur convention par rapport à la CSQ et à l'autre groupe lié au Front commun. C'était peut-être un peu à risque, finalement, de prendre une stratégie comme ça. Mais je me dis, quand tu es dans l'école, puis que tu vois les difficultés qu'ont les enfants, que tu vois l'aide qui devrait être apportée. Puis moi, là, vous savez que j'ai 8 petits-enfants. J'ai 4 enfants. Ils sont tous allés à l'école publique. J'ai 8 petits-enfants. Ils sont actuellement tous au primaire. Et puis, il y en a qui ont un petit peu plus de difficultés que d'autres. Et je me dis, l'école n'est pas au rendez-vous parfois pour aider, pour soutenir, pour accompagner. Et puis, cette fameuse école à 3 vitesses, c'est bon. Alors, on peut les comprendre. Maintenant, les stratégies, je crois, ont été coûteuses pour les personnes qui œuvrent au sein de la FAE. Il y a un élément là-dedans, Mme Marois. Là, les deux syndicats à qui j'avais parlé demandaient une recomposition de la classe. Et moi, je me trompe, puis c'est pour ça là, je voulais vous parler pour qu'on puisse vider la question, mais vous, dans votre réforme, là, en 1997, il y avait une intégration accrue des élèves en difficulté dans les classes régulières. En passant, Mme Dutrisac est partie enseigner au primaire. Là. Et puis, elle me raconte des affaires. Non, mais bravo, hein? Et c'est pas simple. Puis les gens qui pensent qu'être enseignante, c'est facile dans la vie, détrompez-vous. Alors, cette intégration accrue, là, ça fait qu'il y a des enfants avec des problèmes d'apprentissage, des problèmes de comportement qui perturbent la classe. Là. Et puis, on n'arrive pas à les aider. Et ceux qui visent l'excellence dans une classe, bien, ils sont ralentis parce que la prof doit se diviser avec les enfants. Vous comprenez? Et ça, est-ce que ça vient de cette décision-là d'intégrer les enfants en difficulté dans les classes régulières? C'était déjà l'approche qui était privilégiée. Moi, ce que je voulais qu'on fasse, par ailleurs, puis, malheureusement, j'ai quitté l'éducation, qui a été le ministère que j'ai le plus aimé de toute ma vie, que je considère que c'est le plus important de tous. Malheureusement, j'ai quitté parce que le premier ministre m'a demandé de m'en aller à la santé. J'ai quitté en pleurant. Je suis rentrée à la santé en pleurant aussi, mais enfin, je n'avais pas le choix. J'ai assumé. Ouais. Bon, alors c'était déjà une orientation. Mais moi, ce que je voulais que l'on fasse, c'est qu'on intègre dans toutes les écoles. D'abord, on a donné plus de pouvoir à l'école. On a placé les parents aussi au cœur des conseils d'établissement, qu'il y avait un forum pour soutenir l'école, etc. Mais moi, ce que je souhaitais, c'est que chaque école définisse un projet éducatif qui permettrait justement de mettre en valeur des jeunes qui avaient plus de difficultés dans des approches qui leur correspondaient mieux, souvent plus pragmatiques, plus concrètes. C'est des gens qui théorisent moins, etc. Et en bout de piste, il y avait 2 stratégies que moi, j'aurais souhaité qu'on retienne.
des projets particuliers, mais pour toutes les écoles, pas seulement pour les enfants bolés ou pour les enfants très talentueux, parce que tous les enfants ont des talents. Il s'agit juste d'aller chercher ceux qu'ils ont. Bon, mais il y avait deux approches. Il y avait effectivement le projet école qui permettait d'imaginer une approche qui intégrait tout le monde. La deuxième, il fallait les soutenir avec des spécialistes. Je crois qu'ils sont arrivés là actuellement au ministère de l'Éducation, des psychopédagogues, des orthophonistes, des gens qui peuvent accompagner. Et là où ça s'est dégradé, c'est cette fameuse école à 3 vitesses, hein, où on a écrémé nos classes, des enfants qui avaient peut-être un peu plus de facilité, je dirais pas plus de talent nécessairement, mais plus de facilité à apprendre. On les a envoyés vers des projets spéciaux. On a intégré les enfants en difficulté avec des enfants qui avaient déjà un niveau un petit peu moins, je dirais, qui était un peu moins stimulé par l'école. Et les parents qui peuvent se le permettre envoient les autres dans les écoles privées. C'est ça, cette école à 3 vitesses. Et je comprends que le ministre est un peu réticent à envisager ça. Je peux comprendre ça parce que c'est pas facile. Au Parti québécois, on en a parlé aussi. Moi, je crois qu'il faut regarder cette question-là de façon très lucide. C'est tellement important, tellement. Mais puis, il y a des gens qui ont proposé l'école ensemble. Et la dernière chose, je vous dirais, au-delà de ma réforme et tout ça, parce que moi, ma réforme, j'y ai cru beaucoup, j'ai quitté, bon, j'ai au moins laïcisé les commissions scolaires, hein, c'était pas pire, et l'école. J'ai la paternelle plein temps, 5 ans. Enfin, il y a plein de choses dont je suis très fière. Moi, je crois qu'on est à l'étape où on devrait se repencher globalement sur l'école dans son ensemble, primaire, secondaire et même collégiale. Un peu une commission par an, comme le dit M. Baillargeon, là, qui est un philosophe qui réfléchit beaucoup à ces questions-là. Une commission par an 2.0, où on rebrasserait un peu tout ça, pas nécessairement dans les structures, mais pour revenir au fond même de ce qu'est l'éducation, qui est instruire, qui est former, qui est qualifier. Mais justement, là, les profs passent beaucoup de temps à faire de la discipline dans les classes, là, la vraie vie dans les classes, au lieu d'instruire les enfants. Vous ne trouvez pas qu'on a retiré l'autorité des profs en classe? Les parents se permettent de débarquer, d'engueuler le prof, d'engueuler la direction d'école. Il me semble qu'il y a un réalignement à faire là, pour dire, attention, dans une classe, c'est la prof l'autorité. Ouais. Mais ça, je vais vous dire, c'est un problème de société, hein? Aussi. Actuellement, l'enfant roi existe. Les parents, parfois, se déresponsabilisent et laissent l'école assumer ses responsabilités. Je pense que ça, c'est une réflexion. Les comités de parents devraient être mis à profit, d'ailleurs, à cet égard-là, parce que ce sont des organisations qui sont engagées à l'égard de l'école, mais pour les bonnes raisons. Hein, pour soutenir leur enfant, pour soutenir leur école, pour faire en sorte que leur école permettre la réussite de leurs enfants. On devrait les associer davantage. Ils sont déjà, ces parents-là, dans les conseils d'établissement, au niveau primaire, au niveau secondaire. Et je crois qu'il y aurait un travail de concertation et de mobilisation à proposer à ces gens, puis à les associer avec les profs. Est-ce que Bernard Drainville vous consulte? J'espère que... Même mais pas! On se parle. On se parle à l'occasion. Ouais, OK, sans qu'il me consulte, je lui donne des conseils sans qu'il les demande. Ah, vous êtes Snoro, hein? Vous en passez une en dessous. Avant qu'on se quitte, Mme Marois, je voulais commencer l'entrevue en vous disant « Bonjour, aïe », juste pour vous faire choquer un petit peu. Moi, là, je suis plus capable. Je suis plus capable. Et quand on me fait ça, je le fais avec beaucoup de politesse et de gentillesse. Je dis « Bonjour ». Je préfère nettement que vous me disiez bonjour, j'ai pas besoin du aïe. Et on continue notre échange. Êtes-vous inquiète pour l'état du français à Montréal? Parce que oui. Tout le monde se pose la question, puis si on lit la Montreal Gazette, tout va bien, mais en dehors de ça, le quartier latin... Moi, je suis inquiète. Ouais. Je suis inquiète et je crois qu'il faut que le gouvernement a annoncé d'ailleurs qu'il y aurait un plan d'action. Moi, je crois qu'il faut accélérer ça. La francisation, on voit qu'il y a des ratés parce que justement, on a beaucoup de monde, puis on n'a pas de moyens. Et ça, c'est assez sérieux. Et j'ai lu tous les rapports que l'Office avait fait, etc. Là, ça fait un petit peu plus longtemps que j'ai pas replongé dans ça, mais il reste que le milieu du travail, la langue de travail, ça continue d'être
très sérieusement questionnable. Quand on oblige les gens à être bilingues pour occuper certaines fonctions qui ne l'exigent absolument pas, je crois qu'on envoie un message inadéquat à tout le monde. Ouais. Un beau Donc, merci. bonjour, M. Dutrissac. On peut se passer du « hi ». D'accord. Un petit merci à Michael Rousseau puis à Mary Simon aussi. Ça doit vous faire craquer un peu, Mme Marois, là, de voir la gouverneure générale. Ça me fait craquer complètement. Complètement. Mais je suis désolé. Alors, ouais. Voilà, je crois que c'est terminé. Non, parfait. Écoutez, un gros merci à vous, Mme Marois. Portez-vous bien. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous parler. Puis je pense qu'il y a un réalignement à faire en éducation. Souhaitons que le gouvernement et les syndicats s'entendent bien, là, puis au profit des enfants aussi. Je l'espère et ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Merci Allez, à vous. Bonne Au revoir. journée.